Dimanche 17 novembre 2019. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le club de l'actu. La joie en Guinée, à Conakry, suite à la victoire du Syli national de Guinée ce soir sur le score de 2-0 contre la Namibie. C'est au compte de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN 2021 au Cameroun. Félicitations donc au Syli de Guinée. Tout à l'heure, on va prendre l'impression ou l'avis de nos invités sur ce plateau. Ce soir, on parle de l'actualité sociopolitique avec le FNDC qui a marché encore ce jeudi. Une marche émaillée de violence. On a enregistré des cas de mort, également des dégâts importants. On en parle dans l'émission Le Club de l'actu. On reviendra sur la tournée ou le séjour d'Alpha Condé ce week-end en Zélé-Kouré. Ce discours prononcé par le président, comment peut-on le décortiquer? Nos invités vont se charger de le faire. Et de l'autre côté, on parlera des élections législatives avec la nouvelle date des élections fixée par la CENI pour le 16 février prochain. Cette date est-elle tenable? On en parle avec un invité qui est expert en la matière. Il a pour nom Mamadi 3 Kaba. Vous le connaissez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Je rappelle que côté vous Kaba, il est consultant des questions de paix et de conflit. Il sera là dans un instant. De l'autre côté, on a M. Ibrahima Balaya Bari. Diallo, à qui on dit bonsoir. Bonsoir Antoine. Je rappelle que vous êtes le président du Forum civil guinéen. Bienvenue. Voilà. Et à ses côtés, nous avons M. Alseni Oumar Diallo. Il est président de l'OGC, Organisation citoyenne guinéenne de la citoyenneté. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Voilà, ces invités avec eux, on parlera bien sûr de l'actualité sociopolitique de la Guinée, mais surtout des solutions envisagées pour une sortie de crise. Le club de l'actu, c'est parti après la transition. Voilà donc, on en parlait, le Syli de Guinée qui gagne à nouveau, après le nul face au Mali. On enregistre une nouvelle victoire en Guinée. Forcément, ça vous fait de la joie. Absolument, monsieur Kourouma, c'est une joie véritable qui anime tout Guinéen aujourd'hui. Et parce qu'il faut dire, on était habitué le plus souvent à des défaites. Et maintenant que nous faisons 2 sorties, dont une victoire et un match nul, je pense que ça ne peut être qu'une véritable joie pour tout Guinéen. Et cette joie, naturellement, on va partager avec le nouvel entraîneur. Parce que, comme on le dit, quand on a des bons joueurs, il faut aussi avoir un bon entraîneur. Et donc aujourd'hui, on doit vraiment féliciter toute l'équipe, mais aussi l'encadrement. Et j'estime que ça peut être un autre départ pour notre football. Espérons que cette belle lancée continue et que véritablement des victoires s'enchaînent. C'est ce qui peut aussi nous oublier les tensions politiques. À un moment donné, on peut être frustré, on peut être stressé même. Il y a le stress. Donc aujourd'hui, si le Syli nous donne tous le sourire, ça ne peut être qu'une chose qui est très bonne pour la cohésion. Mais aussi pour l'état d'esprit de tout Guinéen. Donc, vive le Syli national et que la prochaine sortie soit encore une victoire. Balaya Diallo, forcément de la chez vous, le Syli qui gagne enfin et qui donne de la joie aux Guinéens, ça vous dit quoi? Mais au-delà de la joie même, c'est le football, le sport en général est le seul lien, mais aussi le seul lien dans nos sociétés. Justement, il y a une vingtaine d'années, au lendemain de la victoire de la France en Coupe du Monde de 98, il y avait un sociologue français qui dit que si c'est le sport qui unit les peuples, ça veut dire que cette société va mal. Mais il n'avait pas compris les enjeux géostratégiques et géopolitiques du sport, justement. Je suis persuadé que ceux qui étaient au stade cet après-midi était à la fois de la mouvance et du FNDC. Ouais. Ça, j'en suis persuadé. C'est sûr. Et parce que le football a cette force-là de nous réunir, justement. C'est bien. Monsieur Diallo, je rappelle que sur ce plateau, vous parlerez beaucoup plus de paix et de solutions envisagées pour une sortie de crise. Le Syli qui gagne, forcément, ça vous inspire quelque chose? Parce que dans le passé, les Guinéens sont tout le temps frustrés parce que notre Syli ne joue pas bien. Les joueurs, parfois, ne font pas plaisir aux tricolores guinéens. Ça vous dit quoi, ces deux héros du Syli? Merci beaucoup, Antoine, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Là, on ne vous entend pas fort. Hein? Je dis merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Oui. Je remercie d'abord les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en Guinée et à l'extérieur du pays. Maintenant, les 2 matchs, ce que moi j'ai remarqué, ils ont joué en équipe. Avant, on ne jouait pas en équipe. Surtout le premier match contre le Mali.
La première mi-temps, l'entraîneur a pesé, il a mis ses tactiques. Ça a été respecté. Ça m'a plu. Deuxième mi-temps, il a mis une autre tactique encore. Ça marchait. En Guinée, aujourd'hui, vous avez vu, on a joué en offensif. On n'a pas replié. Le match a payé. Maintenant, pour moi, je tire sa peau pour eux, les joueurs. Et surtout, je remercie d'abord tous les publics qui se sont déplacés pour aller voir le match. Surtout, le match a été plein à craquer. Ouais. Ça, j'étais animé d'un Donc, c'est un entraîneur qui donne de l'espoir aux Guinéens. On espère que cette victoire ne sera pas la seule dans cette poule dans laquelle on retrouve le Mali également, le Tchad. On espère que le Sili va continuer comme cela jusqu'à se qualifier en 2021 pour la CAN au Cameroun. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'avis de nos invités sur ce plateau, qui ne sont pas trop foot, mais qui sont guinéens, tout comme vous. À présent, on parle de l'actualité sociopolitique, surtout de cette marche du FNDC qui a enregistré des violences. On suit ce reportage. Derrière, on reviendra pour les commentaires. Ce jeudi, ils étaient encore des centaines à battre le pavé contre le projet de réforme constitutionnelle du président Alpha Condé. C'est une foule hétérogène car composée de partis politiques, des ONG et de la société civile. Ismaël Diallo, vitrier de profession, fait partie de cette autre catégorie de protestataires qui militent pour aucun parti politique. L'alternative en 2020 est sa seule motivation. Je ne viens pas à cause de Selou, ni Sidia, ni Kouyaté, ou qui que ce soit. Je viens à cause de l'appel, je viens répondre à l'appel de FNDC pour sauver la constitution guinéenne et non troisième mandat. Comme lui, Mamadou Bobo Diallo n'est pas venu soutenir les partis politiques qui tiennent les rênes de cette manifestation. Aventurier et résigné, il veut une rupture avec ce système qui, selon lui, ne profite pas au pays et surtout à sa jeunesse en proie à un chômage endémique. Moi, je n'appartiens à aucun parti politique, mais je suis venu ici aujourd'hui pour dire non au troisième mandat, non à la nouvelle constitution. Depuis que ce pouvoir est venu ici en 2010, vous-même vous voyez, parce que vous êtes des journalistes, comment le pays est géré, non? Oui, c'est pour cela qu'on est venu ici pour dire non au troisième mandat, non à la nouvelle constitution. On veut le changement. Nous, on a beaucoup souffert à l'étranger. On est venu ici, dans notre pays, on souffre encore dans notre pays. Regardez la jeunesse, il n'y a pas de travail, rien. Ce projet de réforme constitutionnelle a donné lieu à un cosmos de concepts. Ismaël et Mamadou ont fait eux leur choix. Le FNDC, à qui ils disent vouloir donner de la force pour faire avorter ce plan foncièrement soutenu par le pouvoir et ses affidés. Voilà donc reportage signé Mamadou Damaro Camara, donc de la rédaction politique d'Espace TV. Mamadi Troakaba, un jeudi mouvementé à Conakry. Est-ce que vous y attendiez à ces cas de violence? Je ne peux pas dire que, de facto, je pouvais m'attendre à des violences parce que je rappelle cela toujours, la manifestation est un droit, et d'ailleurs un droit constitutionnel. C'est la Constitution qui garantit l'exercice de ce droit. Et donc, la Constitution ne peut pas admettre un droit, ne peut pas autoriser, garantir un droit et que la jouissance de ce droit soit source de violence. Donc, en tant que citoyen juriste, je ne pouvais pas de facto m'attendre à cette violence. Mais quand même, il faut noter que par le passé, n'eût été les toutes dernières manifestations où on a quand même constaté le caractère pacifique. Par le passé, il faut noter que les manifestations ont souvent été émaillées de violence, chose qui est tout à fait contraire à la loi, parce que, comme je le dis, c'est la Constitution qui garantit ce droit. Ouais. Et donc, il faut dire une chose, c'est que l'exercice de ce droit ne doit nullement souffrir d'une restriction. C'est un droit constitutionnel. Et maintenant, l'autre chose qu'il faut ajouter, c'est que la jouissance de ce droit ne peut être effective que lorsque on s'approprie du contenu de certaines dispositions, notamment du Code pénal. Les articles 621 et suivants donnent l'encadrement juridique à cette manifestation. Il faut dire qu'il peut être multiforme. Ça peut être un meeting, ça peut être un défilé, ça peut être un cortège. Et donc, pour jouir
eh bien, effectivement, de ce droit, il y a nécessité de respecter ces dispositions du Code pénal qui, quand même, donnent l'encadrement à cette manifestation. Mais il y a des éléments tout de même qui laissaient croire qu'il y aurait de la violence. Quand on a vu le communiqué de Bouliama Kandé à la veille de la manifestation, ensuite celui du gouverneur de Conakry qui demandait à ce que l'itinéraire soit changé, et de l'autre côté, les opposants qui estimaient qu'ils ont le droit de manifester et qu'ils iront sur l'itinéraire choisi au préalable. Ces deux éléments déjà démontrent à suffisance qu'il y aura de la violence. Là, je suis vraiment d'accord avec vous que, vu les prises de position, vu, disons, ce divorce même entre les acteurs, je ne veux pas nommer les autorités chargées du maintien de l'ordre et les manifestants, les organisateurs de cette marche, on pouvait quand même se dire que ça pourrait se solder par des violences. Mais encore une fois, il faut vraiment... Mais comment comprendre ce communiqué de Bouliama Kandé interdisant les cortèges entre localités et ensuite le gouverneur qui attend la veille de la manifestation pour sortir un communiqué et faire changer l'itinéraire. Il faut dire une chose pour vrai. Oui. C'est qu'un droit constitutionnel ne saurait être de facto être interdit. C'est pas possible. Ouais. Ça, c'est quand même... C'est la Constitution, le statut de l'État, la loi suprême. Et donc, qui garantit ce droit. Donc, par un acte administratif, on ne saurait interdire de facto l'exercice de ce droit, la jouissance de ce droit. Ce qui, par contre, est possible, et ça ressort des articles 621 et suivants du Code pénal, lorsque les autorités communales sont saisies d'une déclaration de manifestation et qu'elles trouvent, il y a des preuves qui montrent que cette manifestation est susceptible de troubler l'ordre public, là, la décision d'interdiction peut intervenir. Donc, il faut dire, à moins que nous soyons dans une période exceptionnelle, parce que là aussi, c'est une éventualité. Si c'est une période exceptionnelle, un état de siège ou un état d'urgence, on peut interdire les manifestations de manière globale ou de manière systématique. Si on n'est pas dans ces cas exceptionnels, dans ces périodes exceptionnelles, il faut dire qu'une décision interdisant de facto les manifestations serait illégale. Et donc, à l'exception de l'appréciation que les autorités communales peuvent faire d'une déclaration de manifestation et que cette appréciation soit suffisamment fondée, c'est-à-dire qu'il y a des preuves en leur possession qui prouvent que la manifestation peut troubler l'ordre public, c'est dans ce cas-là qu'une décision d'interdiction peut intervenir. Et vous voyez, tellement que la loi est rigoureuse en la matière, cette décision d'interdiction peut être infirmée par l'autorité de tutelle. Et pour la zone spéciale de Conakry, c'est le gouverneur. C'est qu'un maire qui interdit une manifestation, le gouverneur peut interdire, peut annuler, j'allais dire, la décision d'interdiction du maire. Dès lors que le maire accepte la manifestation, le gouverneur ne peut absolument rien faire parce que le principe, c'est l'exercice. L'interdiction ne peut être que l'exception. Et cette exception, elle est prise par le maire, mais une exception qui peut être annulée par une décision du gouvernement. Donc en amont, ces communiqués du gouvernorat, également du MATD, ne se devaient pas? Ah non, pas du tout. D'accord. Monsieur Balaya Diallo, on a suivi ces cas avant d'en venir aux violences, on continue avec ce qui aurait été à la base de cela. On rappelait tantôt les communiqués de part et d'autre. Vous les appréciez comment? Est-ce qu'il fallait en arriver là? Mais moi, au-delà de l'aspect juridique, je vais y passer Fissa parce que M. Kaba l'a bien dit. Mais moi, je vais aborder un aspect beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus humain. Moi, je remarque que les marches aujourd'hui dans ce pays, c'est de nouvelles blessures qui viennent se greffer sur d'autres blessures encore béantes. Vous comprenez? Et je vois toute une forme de jouissance, dans la douleur des familles, justement. Parce que quand tu vois aujourd'hui, quand on vous dit le nombre de victimes, vous prenez leur âge, ils sont à la fleur de l'âge, justement. C'est des jeunes qui ne connaissent pas le sens et l'essence même de la vie. On va parler des victimes enregistrées, mais j'ai envie qu'on revienne à cette attitude de l'État à la veille de la manifestation. Parce qu'on estime qu'on aurait pu ne pas en arriver là si de part et d'autre, il n'y avait pas eu ces actes de provocation tout de même. Mais d'autant plus que la semaine d'avant, il y a eu si je n'abuse, M. Kaba, je crois selon la loi, c'est 48 heures avant pour interdire. On attend la veille de la manifestation pour faire changer l'itinéraire. D'autant plus qu'on s'était réjoui que la semaine d'avant, il y a eu une manifestation où il y a eu... Mais il y a eu deux manifestations de suite où il n'y a pas eu de problème. Qui ont fonctionné à merveille. Mais maintenant, ce qu'il faut dire, il faut que nos gouvernants arrêtent les formes de provocation. Parce qu'on sait aujourd'hui, on est dans un pays, on est dans une sorte de guerre civile aujourd'hui. On n'ose pas dire le mot, justement, mais on est dans une situation
situation de guerre civile. On est, parce bon, que, on n'en est pas encore mais si, les caractéristiques d'une guerre civile, c'est l'intériorité du conflit. Aujourd'hui, dans ce pays, il faut qu'on le reconnaisse, justement. C'est deux camps qui s'opposent aujourd'hui. Donc, je crois qu'il ne faut pas attiser le feu, justement. Hein. Je crois que M. Kaba l'a bien expliqué, c'est-à-dire c'est un acte constitutionnel, il faut le laisser en l'état. C'est ça le problème. Maintenant, il y a tout ce qui tourne autour. N'oubliez pas que nous sommes digérés par des politiciens. Et le calcul politique a ses raisons que le citoyen n'a pas. Justement, il a ses calculs, il a ses arrière-pensées. Justement de ces raisons qui auraient pu emmener le gouverneur à faire changer l'itinéraire. Certains parlent de la case de Madina, qui serait une zone une zone névralgique ou sensible qui aurait pu être à l'origine de violences. C'est-à-dire, à la casse, les opposants qui sont membres du FNDC auraient pu être attaqués par des militants du RPG, raison pour laquelle le gouvernement aurait fait changer l'itinéraire. Est-ce que vous y croyez ? Mais moi, je conviens que les raisons avancées sont très ténues. Je suis parfaitement d'accord. Ça n'a pas été dit officiellement, mais c'est très ténu, justement, comme argument, pour le dire, justement. Parce que aujourd'hui, tout Conakry est un lieu de violence, justement. C'est-à-dire, on n'échappe pas. Il n'y a pas un lieu précis de violence dans ce pays, justement, aujourd'hui. Tous les lieux sont susceptibles des lieux de violence. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on n'aime pas tellement ce pays. On n'est pas habité, justement, par un désir d'autre chose, justement. Et c'est ce qu'il faut souhaiter pour ce pays. Aujourd'hui, regardez, depuis combien de mois on est dans une situation de tension perpétuelle. L'économie s'arrête, il y a une inflation. Aujourd'hui, on sait comment l'économie avance, comment vit le Guinéen, il vit au jour le jour, justement. Donc, à qui la faute, finalement ? Mais justement, les responsabilités sont partagées, M. Kourouma. Parce que tout simplement, aujourd'hui, chacun est animé par son agenda personnel. Personne n'a mis le pays, la Guinée, au-dessus de ses intérêts. Je ne parle de la Guinée que dans la mesure où ça m'arrange moi. Et je ne dis que ce qui m'arrange, justement. Je ne sais pas si on va en parler antérieurement, mais il faut revenir et dénoncer cette forme de violence aujourd'hui. Il y a une forme de violence, il y a une forme d'intolérance. Vous pensez que ces violences sont provoquées, elles sont voulues? Oui, mais justement, j'en parlais avec M. Kaba en off, je dis, mais il y a des gens que les situations arrangent, justement. Parce qu'il faut... Vous pensez qu'il y a des businessmen de la crise? Au-delà de ça, ils veulent remplir leur temps. Ils ont tout le temps, ils ont beaucoup de temps. Il faut qu'ils le remplissent. Et ils le remplissent comment? C'est par ces occasions-là. Maintenant, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez, businessman de la crise, etc. Mais aujourd'hui, fondamentalement, il y a un problème qui est dans ce pays. Il faut que nous osions aborder le problème. On est des intellectuels, n'ayons pas peur de nous tromper. On est des intellectuels, n'ayons pas peur de toucher là où ça fait mal. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre civile. Vous savez, quand même on parle... si le mot... Non. Jusqu'ici, ne me sied pas. Non, c'est à vous. Mais moi, je le dis assez souvent. Parce qu'aujourd'hui, regardez comment aujourd'hui les gens s'invectivent à travers les médias, etc. Justement, sur la toile et tout ça. Il y a plus d'objectivité. C'est vrai. Mais comme dit Bernanos, la peur est un délire furieux. Je crois que c'est parce que les gens sont furieux qu'ils délirent comme ça. Parce que c'est la peur qui l'explique, justement. Mais espérons que les gens vont revenir. Parce que finalement, ils reviendront sur ça. On va marcher de jeudi en jeudi. Mais les gens, un jour, ils vont s'asseoir à la table de négociation. Et ils iront à leur élection le 16 février, justement. D'accord. Voilà. On ira forcément aux élections, certainement, le 16 février. Mais on continue de parler de cette manifestation du FNDC. Monsieur Diallo, vous qui êtes une ONG qui sensibilise sur la citoyenneté et tout ça, de quel œil vous avez perçu cette manifestation du FNDC et la nature des événements? Voilà, c'est ce que je vais dire d'abord, monsieur Antoine. La première des choses, d'abord, c'est il y a un problème qui est là. Monsieur Diallo, il a soulevé tantôt le problème d'ethnie. D'ethnie? Oui, d'ethnie ou bien d'ethnie. Quand vous êtes en Guinée, dès que tu commences à parler, si c'est la radio ou la télé, les gens cherchent d'abord à regarder votre nom de famille. Si vous êtes Diallo, vous êtes classé en un camp. Si vous êtes Kaba, Kourouma, Otsu, vous êtes classé. Moi, je ne suis pas pour les manifs, surtout actuellement là où nous sommes. Vous voyez, non? Maintenant, le problème... Il y a une raison tout de même pour laquelle on manifeste. Le problème la raison, elle est connue. Le problème est que, quand vous êtes en Guinée, on est là, ça fait 10 ans. Rien ne bouge. Si vous quittez un point A vers un point B, vous vous retournez encore vers le point A. Le problème, c'est quoi?
c'est entre... Parce que lui, il a dit, il faut peser les mots, mais il faut se dire la franche vérité. Le problème entre deux communautés, des ethnies. Vous pensez que ce combat en cours du FNDC est assimilable à un combat interethnique? Oui, effectivement, c'est ce qui est là. Vous pensez? Je pense bien. Okay. Vous-même, vous le pensez. Vous regardez. Oui, c'est mon opinion. Mais le problème est que c'est entre deux ethnies. Ah bon? Excusez-moi. C'est pas le constat que nous faisons malheureusement. Le constat... Voilà, je ne fais pas le même constat. Voilà. Je pense que M. Diallo, avec toute raison gardée, on va voir la question du point de vue national. Global. Parce que ce qui est évident, quand vous prenez ces deux blocs, ces deux camps, vous ne trouverez pas que c'est deux ethnies. Non, vous n'avez pas compris. Monsieur Kaba, vous êtes là en Guinée depuis 2010. Oui. Il faut se dire la vérité. Nous ne valons pas les faces. Mais je vais vous dire une chose. Excuse-moi une chose. Moi, je veux... C'est votre opinion, allez-y. Exactement. Moi, je veux interpeller le président de la République. Il est élu par la majorité de la population. Celui qui a le bilan à présenter. La fin de son mandat. Le problème est que je prends deux exemples. Mais on estime que c'est à lui justement de mettre fin à cette crise. Je lui donne deux exemples, deux faits. L'élection 93, si vous vous souvenez, Bamamadou et Lansana Conté, ils se sont retrouvés à la forêt, dans un pont. Bamamadou a dit qu'il ne va pas laisser le passage. Lansana Conté aussi, il avait dit. Mais entre-temps, à un certain moment, Lansana Conté était resté dans sa voiture, il a réfléchi, il a dit à ses troupes, cédez le passage. Est-ce que vous comprenez? Deuxième exemple, janvier-février 2007, il y a eu des problèmes ici, des cacophonies. Vous avez vu? Il y a eu, comment on appelle ça, crise sociale. Non, il y avait un groupe qu'on appelle Force sociale. Force vive. Force vive. Maintenant, il y a eu des problèmes. Quand il y a eu des problèmes, les gens disent non, il y a eu des médiations, tout ça là. Ils étaient venus. Ils avaient dit à Lansana Conté. Mais cela a quoi à voir avec la situation actuelle? Excuse-moi, je donne un exemple. Lansana Conté, en ce temps, ils ont imposé à Lansana Conté, ils avaient imposé à Lansana Conté 5 premiers ministres. Lui, il avait choisi Eugène Camara. Quand il avait choisi Eugène Camara, il y a eu des problèmes. Le lendemain... Toute la Guinée s'est levée. Exactement. Le lendemain, il avait enlevé Eugène Camara. C'est pour dire au professeur Alpha Condé, tout le problème, c'est lui. C'est lui qui gère le pays. On n'a pas de tout. C'est ce que Dadis vient de dire tout dernièrement. À l'occasion d'une interview de Grande Gueule. Il a dit, il y a certaines personnes ici, quand tu es à la commande, ils vont te dire qu'ils sont avec vous. Vous êtes dans le même bateau. Le jour que le bateau va changer, ils vont changer de veste. Est-ce que vous voyez? Moi, mon problème, c'est ça. Les gens qui sont pour vous, c'est au président de trancher finalement. Exactement. D'accord. Je crois que c'est ce que tout le monde demande au président. Moi, dis-toi, Kaba, parlons toujours de cette situation en cours. On a évoqué le cas des violences. Ce jour-là, d'aucuns estiment qu'on aurait pu les éviter. D'un côté, on a signalé le fait que l'État n'ait pas voulu respecter la loi dans ce cas de figure. Mais est-ce que pour vous, de l'autre côté, est-ce qu'on a eu raison d'offenser les forces de sécurité en voulant forcément se frayer un passage? C'est justement là où on doit faire la part des choses. La première des choses, c'est que c'est la légalité. La loi donne un encadrement juridique qui s'impose à tous. Parce que, comme on le dit, la loi, si elle ne peut pas nous contenter tous, mais elle s'impose à nous tous. Et donc, lorsqu'une commune, un maire reçoit une déclaration, il doit non seulement délivrer un récépissé au déclarant, mais aussi informer la tutelle dans les 24 heures qui suivent. Et si une décision d'interdiction doit intervenir, celle-ci doit être notifiée aux organisateurs dans les 48 heures de la réception. C'est ce que dispose, c'est ce que dit la loi. Mais de l'autre côté, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les faits. Les faits prouvent, ou les faits quand même, sont que l'autorité en charge de la préservation de l'ordre public a notifié, malgré quand même le fait que le délai légal ne soit plus respecté. Malgré le retard. Malgré le retard, c'est le mot, a notifié aux organisateurs le changement de l'itinéraire. En pareille situation, pour moi, ces organisateurs devraient prêter une oreille attentive à ce changement-là pour dire, en tout état de cause, ce que nous voulons, c'est de pouvoir marcher et atteindre un point final. Et la jouissance de ce droit ne doit nullement être source de violence. Je pense bien qu'en pareille situation, c'est la responsabilité qui doit dominer. Chacun devrait quand même faire violence sur lui pour dire que nous n'avons vraiment pas intérêt à ce qu'il y ait encore cette violence. Malheureusement, on est arrivé à cet état de fait. Il faut donc interpeller chaque camp devant sa responsabilité, tout d'abord en respectant la loi,
Parce que si la loi est respectée, naturellement, ce respect fera qu'on on peut éviter beaucoup de situations malheureuses. Mais si pour une raison ou pour une autre, eh bien vous aussi, vous avez la possibilité d'apprécier une contre-proposition, je pense qu'en pareille situation, la responsabilité doit primer et ce qui doit vous amener à être à l'écoute de l'autre camp. Parce que l'adversité, il faut bien qu'on le chasse. Les organisateurs ne sont pas en adversité avec les autorités. C'est l'autre camp. Donc ça, c'est une situation qui est à présenter. Je dis, il faut qu'on ait d'abord cette conception que les citoyens appartiennent d'abord à la République, avant qu'ils n'appartiennent à une famille ou à une communauté. Ça, c'est vraiment aussi un état d'esprit que nous devons tous épouser. Et je dis cela pour évoquer ces cas de violence. Nous, ici, nous présentons nos condoléances à toutes ces familles, mais aussi au peuple de Guinée pour ces cas de mort. Mais il faut quand même que l'État se fasse cette violence-là pour dire que quand il y a un mort, ce n'est pas un militant d'un camp, c'est d'abord un citoyen de la République. Et donc cet état d'esprit doit forcément être épousé par l'État. C'est ce qui peut encore apaiser la situation. Parce qu'on constate une indifférence de l'État parfois. Il faut le dire. Et je dis encore... Pour ce cas, il y a eu 4 morts tout de même, des jeunes pour la plupart. Absolument. Il faut encore qu'on dise cette vérité. Tant que les responsables ne sont pas identifiés, c'est l'État qui doit endosser la responsabilité. L'État, c'est une personne morale. Il faut qu'on le sache. Souvent, quand on dit l'État, certains pensent que c'est tel individu ou tel individu qu'on veut indexer. Mais c'est l'État. Il faut que les responsables de ceux qui ont été, eh bien, ceux qui ont ôté ces vies humaines, les vies de ces Guinéens, il faut que ces responsables la grosse question que beaucoup se posent, doit arriver à ça? La grosse question que l'on se pose, M. Kaba, c'est le fait qu'on en soit à plus de 100 morts. Et dans la plupart des cas, c'est la même opération. C'est-à-dire les scènes sont pratiquement les mêmes. Les morts par balle. Mais généralement, on ne sait pas qui tire finalement. De part et d'autre, on s'accuse mutuellement. C'est tellement dommage. Et le dommage est tel que l'État ne peut pas fuir devant sa responsabilité. C'est à l'État que revient la responsabilité de nous mettre tous en sécurité. Notre sécurité n'est pas... Et c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité sont républicaines. Ce n'est pas pour rien. Il est interdit à toute personne d'entretenir une force de sécurité. C'est une interdiction. C'est l'État et l'État seul qui doit entretenir ces forces de défense et de sécurité. Et il lui revient. Quand vous venez même à la naissance de l'État, comme Jean-Jacques Rousseau l'a expliqué, l'État, la première fonction régalienne de l'État, c'est la sécurité. Où il expliquait qu'il a fallu que chacun renonce à une partie de sa liberté et confie cela au prince. Et en retour, le prince assure à chacun la sécurité. Donc notre sécurité se trouve entre les mains de l'État et il revient à cet État-là de la garantir. Maintenant, ce qu'il faut dire, quand il y a cette tuerie-là, l'État doit pouvoir identifier les coupables et qu'ils soient sanctionnés. Tant que cela n'est pas fait, l'État est supposé est soupçonné, endosser la responsabilité. C'est ce qui doit être dit. Et moi, je souhaite vraiment que ces victimes-là, que l'État d'abord se dise que c'est lui qui a perdu, ce sont des citoyens de la République, avant qu'ils ne soient citoyens d'une famille ou d'une communauté ou appartenant à une formation. Tout à l'heure, on va en venir aux solutions, parce qu'aujourd'hui, pour la plupart de ceux qui prennent la parole, estiment que le dernier mot revient à Alpha Condé, même si celui-ci, jusque-là, a tendance à attiser les choses. Parlons justement de ces cas de mort. 7 fois de suite, on a changé le ministre de la Sécurité. Damanta Albert Camara, qui vient remplacer Alpha Ibrahima Keïra. Est-ce que cela ne dénote pas de ce manque de solutions au niveau de l'État, surtout à la sécurité? Vous savez, ne pas situer les responsabilités. C'est le ministère qui a beaucoup plus de changé de chef. Par rapport à ces cas de mort, c'est une faillite de l'État. Comme il l'a très bien dit, c'est l'État qui doit assurer notre sécurité. Maintenant, est-ce que changer les ministres de la Sécurité, c'est ce qui va changer les choses? Non. La réponse est le non. Je crois qu'il n'y a pas un ministère où on a autant changé de ministre depuis 2010. Mais moi, ce qui est fondamental aujourd'hui, je crois que, et j'aimerais vraiment revenir sur ce que M. Diallo a dit tout à l'heure, il n'y a pas de problème ethnique dans ce pays. Depuis quelques années, je travaille sur les discours de haine. L'année dernière, au mois de décembre, on s'est réunis à Bamako, où on a traversé. Et j'aime donner des exemples très simples, justement. C'est une posture politique, le discours ethnique. C'est une posture politique. C'est une fabrication, parce que nos politiciens ne sont pas des gentlemen. Ils n'ont pas cette culture intellectuelle dont on peut attendre d'un leader, justement.
nous avons des gens, puisque la nature a horreur du vide, nous avons laissé l'espace public, ils se sont accaparés de cet espace public. Voilà la raison fondamentale. Il ne faut pas aujourd'hui, puisque nous parlons et que c'est des millions de personnes qui... Pour vous, il y a de la manipulation. Non, mais justement, je vous ai dit, c'est une posture politique. C'est un discours politique. Il n'y a jamais de problème ethnique dans ce pays. Dans ce pays. Là où il y a eu des problèmes ethniques, on sait comment ça s'est terminé, justement. Moi, 4 ans après le génocide, j'ai visité le Rwanda. J'ai dit que ce pays ne se relèverait jamais. Vous comprenez? Parce que j'ai vu là où on place les crânes. J'appelais ça la banque des crânes, justement. Mais vous savez, aujourd'hui, on a laissé... Ce sont nos politiciens qui sont dotés d'une certaine médiocrité intellectuelle. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et qui sont incapables, qui tiennent un discours décalé, qui ne répondent plus aux aspirations. C'est pour cela que la politique guinéenne a ce besoin impérieux de refonder la politique à travers un comportement et une posture citoyenne. Parce que si ce n'est pas fait, voilà ce que nous sommes en train de faire. Demain, on va compter les morts, on va les enterrer et il y a une forme Parce qu'on apprend aussi que dans les jours à venir, il pourrait y avoir d'autres manifestations appelées par le FNDC. Après, on va organiser de grands messes, justement. C'est pourquoi persister lorsque les cas de mort sont récurrents? Mais justement, moi je dis, mais qu'est-ce qu'on veut? Comment y mettre fin finalement? Qu'est-ce qu'on veut? Vous savez là, moi je dis aujourd'hui, tout ce qui est dans le pays, on est dans une sorte d'impeachment calendaire. Parce que, vous savez, hein, la CEDEAO, je parle sous le contrôle de M. Kaba, la CEDEAO nous dit qu'au minimum 6 mois avant les élections, on ne peut pas changer une constitution ou la réviser au cas que ce soit. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de se lancer dans un méli-mélo pour créer le désordre, justement. On n'a pas besoin de ça. Parce que tout simplement, c'est ce que je dis. Je dis que le FNDC va sonner le glas de la société civile. La société civile va laisser beaucoup de plumes. Existe-t-elle encore la société civile? Est-ce que ça existe la société civile? Voilà, et vous posez la bonne question. Que je pose. Ça va sonner le glas de la société civile. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que ce que les gens ne savent pas, la société civile ne mobilise pas. La société civile guinéenne, elle ne mobilise pas. Sans la politique. Oui, justement. Et les politiciens le savent, justement. C'est-à-dire qu'on utilise juste pour saupoudrer la configuration, mais on sait que ça va nous coûter excessivement cher. Déjà, notre société civile était très faible. On a diagnostiqué ça lors des États généraux et on va se rendre compte davantage que notre société civile aura touché le fond au lendemain de ça. Parce qu'en fait, on est dans une forme d'alliance, alors qu'une alliance n'est pas un alliage. Quand tu vois l'esprit bon enfant qui anime les manifestations, déjà même, il y a une posture que je n'aime pas, justement. Quand il y a la marche du FNDC, quand on ne reste pas dans sa voiture, on marche comme les autres. On est sur sa voiture, etc. Vous savez, ça renvoie à quoi? Moi, je suis consultant en communication. Vous comprenez? Ça renvoie à quoi? Ça renvoie à quoi? Quand tu vois le leader perché sur une voiture, que les militants qui croient en cette même chose en train de marcher, ça renvoie à quoi? Vous savez, il faut donc pour vous, il n'est pas normal que le leader politique qui conduit une marche soit dans la voiture? Non, mais c'est pas normal du tout. Non. On a vu au mois de juin. Hein? Non, on a vu au mois de juin 2011 au Sénégal, tous les leaders étaient dans la rue et gazés. Et il marchait, personne n'était dans sa voiture. Vous savez, on a vu Sidia Touré tout de même qui a été visé par un gaz lacrymogène. Et selon lui, attention, n'exagérons rien. Selon lui, le ministre Damanta Camara, n'exagérons rien. La visée principalement. L'État n'est pas aussi bête pour taper les leaders les plus éminents. On sait les conséquences qui peuvent en découler. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que c'est un problème de maturité. Il y a un manque de maturité politique dans ce pays. Quelle solution finalement? Mais la solution est c'est quoi? Mais il faut reconfigurer notre espace démocratique. Ça, c'est la première des choses. Le débat qui est en cours, il est très simple. C'est un débat lié à la Constitution. Le FNDC manifeste parce que selon lui, le président actuel a l'intention de se représenter pour un troisième mandat. Non, mais attention. Mais ça, donc on lui demande de renoncer à cela. Non, ça c'est des idées préconçues. Par exemple, au niveau du Forum civil, depuis 8 mois, nous on défendons quelque chose. Nous avons fait un constat. Nous avons dit que les partis traditionnels ont vécu. Ils ne peuvent plus nous convaincre. Et l'exemple est mondial, justement. De Trump, en passant par Macron, en passant par le récent président tunisien, on nous montre aujourd'hui que ce sont des gens issus même de la société civile ou qui ne sont pas fortement politisés, qui sont en train de gérer les pays, justement. Il faut aujourd'hui, notre constitution même a besoin de cela parce que nous considérons qu'il faut que dans les élections nationales, c'est-à-dire législatives et présidentielles, qu'on ait des acteurs nationaux, parce qu'il y a des centaines et des milliers de Guinéens qui ne sont pas encartés et qui ont envie de se présenter. Finalement, c'est quoi la solution pour vous, M. Diallo? M. Antoine, je vous ai dit pourquoi j'ai parlé ça.
je suis en Guinée depuis ma naissance. Je connais la Guinée. Moi, j'ai grandi à Sandrabalia. Vous avez parlé d'un calcul politique, tout ça là. Mais écoutez les radios, les émissions interactives. Écoutez très bien. Pourquoi j'ai dit ça? Même l'autre jour, il y a eu, dans votre débat là, espace, une grande personnalité. L'un des journalistes parmi vous, il a parlé, on l'a classé. Vous le voyez, ça se passe devant nous. Tout cela est politique. Le problème, lié à la politique. Ça, c'est lié à la politique. Voilà. Excuse-moi, monsieur Kaba. Le problème en Guinée, le premier problème que moi, je dois souligner, c'est quoi? C'est les coordinations. Dès que tu dis coordination Alpoula, le peuple se retrouve dedans. Coordination Mandeng, les Malinqués se retrouvent dedans. Forêt, et ainsi de suite. Ça, c'est pas bon. Pour vous, c'est quoi la solution finale? La solution finale, moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a eu combien de manifs ici? Il y a eu combien de morts? C'est la même chose. Mais lorsque les gens veulent, les manifestations ça se passe très bien. Ça passera. Regarde, c'est que on a assisté à deux manifestations. Exemple, je vais le dire. Il a parlé de casse. Il n'y a pas une manifestation ici qui suivait l'itinéraire de casse. C'était bien passé. C'est de la mouvance présidentielle. Exactement. Est-ce que ça a eu des problèmes? Même pas mouvance présidentielle. C'était l'opposition. Ça date de longtemps, hein, avant 2015. Hein. Exactement. C'est pour vous dire que notre pays est sur une pente glissante. Il faut se dire la franche vérité. On est là, on est en train d'observer nuit et jour. Il a parlé de la paix. Est-ce que vous comprenez? J'étais 2018. On va rapidement clore sur le sujet. 2018. On va aborder celle du président Azereko. Allez-y rapidement. 2018, on était à Bamako, le forum du peuple, des peuples de Moïse. Est-ce que vous voyez? On a eu beaucoup de choses là-bas. Mais regarde, chez nous actuellement, les gens parlent. Le problème en Guinée, c'est les intellectuels. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont là, nous sommes tous là. On voit la vérité, on ne dit pas la vérité. Cette vérité, c'est quoi? La solution, c'est très simple. C'est quoi la solution? Moi, la solution, c'est très simple. Il a parlé de l'État. L'État est une personne morale. Mais moi, mon problème, c'est le professeur Alpha Condé. C'est lui qui présente un bilan. Tous les autres là qui sont autour de lui, ils étaient autour de Lansana Conté. En ce temps, quand les gens disent aujourd'hui, quand tu avais un projet, tu envoies chez le président de la République, le feu général Lansana Conté. La première des questions d'abord, il va vous dire est-ce que le projet là est bon pour le pays? Si c'est bon pour le pays, est-ce que c'est bon pour le peuple? Si c'est bon pour le peuple, tu dis rapidement, faisons le projet là. Mais actuellement, les gens là qui disent aujourd'hui j'étais un premier ministre, j'étais un simple ministre, j'avais pas une décision. C'est pourquoi je l'interpelle, le professeur Alpha Condé. Il n'a qu'à faire beaucoup attention. Vous avez parlé de businessman des crises. Vous comprenez? Les gens sont là. D'accord. Ils ne gagnent que dans ça. C'est compris, M. Kaba, on parle de solutions dans ce cas de figure. Parce que le président de la République, on l'a rappelé tantôt, est en Zérékoré. Il a annoncé des choses de ce côté. Alpha Condé qui s'est prononcé sur la manifestation du FNDC et sur la violence en cours. Alpha Condé estime que ce sont des citoyens qui sont armés, qui tirent sur leurs amis citoyens. Beaucoup l'attendaient à ce niveau-là et Alpha Condé s'est prononcé enfin et il estime qu'il fera ce que veut le peuple. En fin de compte, comment est-ce que vous appréciez la sortie d'Alpha Condé en Zérékoré? J'avoue que j'aurais du mal à commenter le discours du président à Zérékoré pour n'avoir pas suivi intégralement le discours. Cela peut être donc très difficile pour moi. Mais quand il dit qu'il ne va pas céder aux intimidations et qu'il fera ce que veut le peuple, et parlant de violence et de cas de mort, lorsqu'il dit par exemple que les personnes tuées sont l'œuvre de civils armés par des leaders politiques, ce n'est pas une première. Vous savez, tout ce que dit le président est à prendre au sérieux. Ouais. Un président de la République ne dit pas... N'importe quoi. Non, pas du tout. Tout ce qu'il dit est à prendre au sérieux parce qu'il est le citoyen le plus informé, le mieux informé. Vous pensez que ce n'est pas donné de sens? Non, c'est clair. Il a tous les services de renseignement en sa possession. C'est lui qui a tout. Donc, il est le plus et le mieux informé. Donc tout ce qu'il dit est à prendre au sérieux. Si le président affirme que c'est des citoyens qui tuent des citoyens, c'est qu'il a ces preuves-là. Et donc ce qui doit être fait, encore cette responsabilité revient à l'État. Comment comprendre que cela soit dit après qu'il y a plus de 100 morts et que la justice n'ait pas pu montrer quelqu'un qui est auteur de cela? Vous savez, en disant ça, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il revient au président de la République, en tant que président de la République, d'arrêter ces coupables et de les sanctionner. C'est ça. Mais alors, s'il l'affirme, c'est qu'il a les preuves qui attestent cette affirmation. Maintenant, ce qui doit suivre, c'est des actes pour les citoyens qui se livrent à de telles choses, à de tels comportements.
j'ai envie de dire, qui font de tels crimes, parce que ça c'est un crime, ces citoyens ne doivent pas rester impunis, ils doivent être arrêtés et sanctionnés. C'est ce qui doit suivre. Et donc, moi je dis simplement que s'il affirme ça, c'est qu'il a tous les moyens en sa possession pour tenir un tel propos, une telle affirmation. Il faut dire qu'Alpha Condé était attendu au tournant. On sait tous qu'il est revenu de sa tournée européenne et qu'il a snobé ses militants au Palais du Peuple. Il n'a pas fait de discours. Après cela, on l'a attendu en forêt, il n'y est pas allé. Et finalement, il s'est retrouvé à Zélékoré où il a parlé pour la première fois depuis que ces événements ont commencé. Il a commencé par dire qu'il fera ce que veut le peuple. Comment comprendre ce message? Est-ce que cela signifie qu'on ira forcément au référendum malgré les oppositions? Vous savez, on doit vraiment prendre les mots dans leur contexte réel. Je sais que vous êtes juriste, vous. Oui, absolument. Faites beaucoup attention pour ne pas... Absolument. Quand le peuple fera ce que veut le peuple, effectivement, la fonction d'un président, c'est de faire ce que veut le peuple. Ça, un tel propos, si ce n'est pas dans un contexte de crise, d'opposition... Mais le FNDC estime que c'est lui qui a le peuple... Ah voilà, c'est justement ce que je vais dire, c'est ce que je voulais dire. Si on n'eût été le contexte dans lequel ce propos est tenu, quand le président dit un tel propos, mais on ne peut qu'applaudir, parce que justement, il est là pour faire ce que veut le peuple. C'est ça, c'est ce peuple-là, dans la majorité, qui lui a confié son suffrage, sa confiance. Et donc, s'il dit qu'il fera ce que veut le peuple, ça, c'est un discours qui va dans la logique. Mais seulement, nous sommes dans un contexte de crise où ce peuple-là est divisé. Vous souvenez-vous quand même, cher Antoine, c'est vous-même qui avez animé cette émission Club de l'Actu, où on parlait de cette question de constitution. Moi, j'avais fait une réflexion où j'ai fait l'analyse juridique en parlant de l'article 51 qui ne marche pas du tout, mais j'ai évoqué les faits. Et ces faits, justement, c'était pour dire que nous avons aujourd'hui des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et des citoyens d'un côté qui défendent la constitution actuelle. Nous avons aussi des acteurs politiques, des acteurs de la société civile et des citoyens d'un autre côté qui veulent une nouvelle constitution. Et en pareille situation, que faire finalement? Nous avons un problème. Que faire finalement en pareille situation? Souvenez-vous, où je parlais que la légitimité que le président a de son suffrage, cela peut lui permettre naturellement de mettre la question aux voix et que chaque camp vient se prononcer. Souvenez-vous très bien, c'est les faits que j'ai relatés là. Et ces faits-là n'ont pas changé. Va-t-on continuer à manifester permanemment? Ce que je veux dire comment sur ça. Parce il faut que Ibn Chamba, c'était en Guinée, il a appelé chacun au dialogue et tout cela. Comment parvenir à une sortie de crise? Comprenons une chose, la manifestation n'est pas une mauvaise chose dans la démocratie. Elle est consacrée dans la Constitution. La Constitution garantit. Ce qu'il faut récuser et condamner, c'est les violences qui en découlent. Ça, c'est à condamner. Et il revient à l'État, encore une fois, quand il y a violence, de situer les responsabilités et de sanctionner les coupables. D'accord. Rapidement pour clore, sur les propos du président Zélékoré. Vous savez, moi je l'ai suivi, contrairement à M. Kaba. Hier, moi j'ai eu la chance de suivre le discours du président de la République. Bon, à l'analyse, c'est quoi? Il a remercié même d'avoir été bien reçu à Conakry. Il a remercié, mais il l'a fait à partir de Zélékoré. C'était son premier discours après son retour. Tu sais, quand vous parlez du peuple, je vais emboîter le pas de M. Kaba, c'est pas très engageant, c'est un axiome. C'est une évidence que le président est là pour le peuple, justement. Mais ce qui est sûr, c'est-à-dire la posture guerrière de part et d'autre ne tient pas. C'est-à-dire cette posture guerrière, c'est-à-dire un discours va-t-en-guerre du côté du président ou des marches effrénées au niveau de la... Ça ne règle pas le problème. Parce que tout simplement, même les plus grandes guerres ont fini, qui ont fait des millions de morts, ont fini à la table du dialogue. Mais moi maintenant, c'est sur le plan émotionnel et sur le plan humain que je parle. Et c'est ça le problème. Qui endeuille-t-on? C'est des familles. Moi, avant-hier, j'ai lu l'histoire d'un gamin qui était taxi-moto, qui était orphelin de père et de mère, qui n'avait que 21 ans. Et qui n'habitait même pas chez ses parents, qui habitait là-bas dans une famille, qui était hébergé dans une famille, qui est parti comme ça à 21 ans. C'est-à-dire, il faut qu'on convoque l'émotionnel, il faut qu'on refabrique notre récit national. Il ne faut pas qu'il soit seulement émaillé de violence. Parce que c'est ça le problème. Il y a eu récemment un livre sur la violence, les violences politiques en Guinée, qui a été d'ailleurs beaucoup de mes confrères écrivains, justement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce pays-là a besoin de se relever.
mais il ne se relèvera que quand les fils de ce pays vont se regarder les yeux dans et se dire la vérité. Pourquoi finalement le président ne se prononce pas? Pourquoi ne dit-il pas ce que veulent entendre les Guinéens? Attention. D'un côté, on lui demande de renoncer à ses intentions, mais en partie, il a répondu hier. Mandat. Je ne sais pas de l'autre si c'est côté, vrai. Non, si c'est vrai. soutien lui demande Mais le président a répondu. Non, le président a répondu. Il dit que non, je veux changer la constitution. Vous pensez que c'est un problème de mandat? Je veux empêcher les anciens bandits de gérer ce pays. C'est très discutable. Parlons justement de discours est Parlons justement de ce point de ce discours. Beaucoup estiment qu'Alpha Condé a l'intention d'écarter Cellou et Sidia. Mais justement. Beaucoup estiment que si Alpha n'est pas candidat en 2020... Si c'est un discours politique, c'est très bien fait. C'est important de le décortiquer. C'est très bien calculé. Ce point du discours, parlant de bandits, on sait qu'il fait allusion à ses opposants, Cellou et Sidia, éventuellement étendu à Lansana Kouyaté. Mais si on se base sur le factuel... Donc on estime que si Alpha n'est pas candidat aux élections en 2020, il se peut que Sidia et Cellou ne soient pas candidats aussi. Mais si on se réfère... Est-ce que vous y croyez? Non, sur le factuel. Sur le factuel. Il a répondu. Il dit non, mais si vous pensez que... Si vous marchez et que vous pensez que c'est à cause d'un troisième mandat, c'est pas ça. Moi, je le fais pour barrer la route à quelques personnes. Il n'a pas cité. C'est une révélation. Il dit qu'il y a des bandits. Il dit qu'il y a des bandits de la République. Je ne veux pas qu'il me succède. C'est ce qu'il a dit en clair. En clair. Maintenant, est-ce que c'est un discours politique? Ou bien c'est une échappatoire? Dieu seul sait. Mais ce qui est sûr, il a répondu en partie. Maintenant, ça bat en brèche. Chacun d'interpréter à sa façon. Voilà. Allez-y rapidement pour clore, monsieur. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est ce que j'ai dit au départ. L'OGC, qu'est-ce que vous faites concrètement? Notre problème, on passe de la radio pour sensibiliser les gens, surtout la jeunesse. Tout ce que vous voyez actuellement en Guinée, les politiciens, 70 ans, 75 ans, 80 ans, ils n'ont plus d'avenir. Ils se servent de nous, la jeunesse. C'est ce que l'autre a dit. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux pour se dire les vraies vérités. Tant qu'on ne se dit pas les vraies vérités, on ne peut pas construire une nation. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, non? Tant qu'on ne se dise pas la vérité, on ne peut pas construire la nation. Pour construire la nation, il faut se dire la vérité. La vérité est là, c'est devant tout le monde. Ils ne disent pas la vérité. Voilà le problème. C'est pourquoi moi j'ai dit. Ce que propose l'OGC finalement? Ce que je propose, c'est revenir sur la table de négociation. Depuis le départ, c'est ce que moi j'ai dit. Mais lorsque vous partez, parce que le début, moi j'avais commencé à faire la médiation, lorsque j'étais passé à Gontouni, la radio Gontouni. J'étais parti, après l'émission, j'étais parti voir Elhadji Mamadou Salou Kamara. J'étais même à genoux devant lui. Mais ils disent que la plupart des gens disent que c'est que les autorités ou bien les politiciens, ce qui met sur le papier, ils le respectent. Elle n'applique pas. Voilà, c'est vrai. Voilà qui est entendu. On va clore l'émission avec cette question liée aux élections législatives annoncées pour le 7 février prochain. On vous a entendu, M. Kaba, vous prononcer sur la question. On a estimé qu'Alpha Condé a convoqué le corps électoral. Mais la grosse question, c'est où se trouve le corps? Est-ce que le décret du président répond aux normes? Tout à fait, M. Antoine. Le décret ne souffre d'aucune violation, d'aucune illégalité, il faut le dire. Premièrement, pour ce qui concerne le corps électoral, nous en avons, on a un corps électoral, il ne faut même pas tergiverser. L'article 19 du code électoral dit clairement, la liste électorale ou le fichier électoral en Guinée est permanent. Ça, c'est contrairement à certains États, comme le Ghana, où après chaque révision, la liste électorale doit faire l'objet d'un arrêt de la Cour suprême. En Guinée, non. Le fichier électoral existe. Seulement, il est mis à jour chaque année. Donc, la question corps électoral, nous en avons aucun problème. Le fichier et le corps électoral, il existe. Seulement, il y a une révision qui est annuelle qui doit être faite. La deuxième question, c'est la question liée au délai. À la légalité du décret. Du décret. Maintenant, le délai, les 70 jours. Non, c'est aussi une question qui n'a pas été bien cernée. L'article 149, je dis bien l'article 149 du code électoral aussi règle la question en disposant que les électeurs sont convoqués et par décret du président de la République 70 jours au moins avant la date du scrutin, donc, conformément à l'article 62 du présent code. Donc ça, il n'y a aucun débat sur ça. La convocation est intervenue dans le délai. Il y aurait violation si ce délai de 70 jours était en deçà, c'est-à-dire s'il prenait le décret en deçà des 70 jours. Donc les deux articles règlent toute la question. L'article 19 dit que du code électoral prévoit qu'on a un corps électoral qui est donc convoqué, qui doit être révisé annuellement.
l'article 149, d'ailleurs, qui est dans le titre des élections législatives, prévoit... L'autre question que beaucoup se posent, peut-être pour clore, M. Balaya, c'est comment vont faire les partis politiques finalement entre lutter contre le troisième mandat et aller aux élections législatives le 7 février? Mais vous savez, la loi, elle se négocie dans ce pays. C'est-à-dire, on est allé de consensus en consensus. Ce qui va se passer, c'est qu'ils iront aux élections le 16 février. Maintenant, on va mettre les morts aux oubliettes. Ça, c'est clair au moins. Ils iront aux élections. Parce qu'en fait, leur problème, c'est un problème électoral. Vous pensez que la lutte contre le troisième mandat... Ils n'ont pas d'objectif, nos politiciens en général. Leur objectif est probablement électoraliste. C'est pour chercher des... Voilà qui est compris, on ne peut pas aller plus loin que ça. On arrive au terme donc, de cette émission, le Club de l'actu sur Espace TV, en ce dimanche 17 novembre 2019. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On avait sur ce plateau des acteurs sociaux qui se prononçaient sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Merci à tous et bon dimanche à vous. Au revoir.